Il a menacé d'envahir et il a reculé sans jamais l'admettre. Pendant des jours, Donald Trump a parlé du Groenland comme d'un territoire à prendre, pas à négocier. À prendre. Il a évoqué la force, la pression économique, les droits de douane, la domination stratégique dans l'Arctique. Le monde a réagi immédiatement à Copenhague, à Nuuk, à Ottawa et surtout à Davos, là où les équilibres fragiles se négocient à huis clos. Puis, sans avertissement, Trump publie un message qui prétend tout résoudre. Il annonce ce qu'il appelle le cadre d'un futur accord avec le Groenland, le Danemark et l'OTAN. Aucun document, aucun terme clair, aucun calendrier. Juste une formule vague, soigneusement choisie et une promesse, il n'y aura finalement pas de droit de douane le 1er février. À première vue, cela ressemble à un recul, une désescalade, une victoire de la pression internationale. Mais voici pourquoi cette histoire te concerne directement. Quand un président peut menacer d'une invasion, provoquer une crise mondiale, puis déclarer que tout est réglé grâce à un accord infini dont personne ne connaît le contenu, ce n'est pas seulement de la politique étrangère, c'est une démonstration de pouvoir narratif, celui qui décide quand la crise commence et quand elle est censée disparaître. Parce que regarde bien ce détail. Quand les journalistes lui demandent ce que contient réellement cet accord, Trump ne parle ni de souveraineté, ni de limite, ni même de durée. Il répond simplement « c'est un accord à long terme, un accord infini ». Pas signé, pas ratifié, mais présenté comme définitif. Et c'est là que l'histoire bascule. Est-ce vraiment un abandon ou une façon de reculer sans jamais reconnaître l'échec? Est-ce un accord réel ou un écran de fumée conçu pour figer le débat avant qu'il ne devienne incontrôlable? Parce que si une menace peut disparaître par un simple message sans contenu, alors la question n'est plus ce que Trump a obtenu. La vraie question, c'est ce que ce précédent rend désormais possible. Ce qui se passe ici n'est pas un incident isolé. C'est la suite logique d'un schéma déjà vu. Dans le contenu que nous avons, Trump ne présente pas cet épisode comme une marche arrière, mais comme l'aboutissement de sa stratégie. Il écrit qu'après une réunion très productive avec le secrétaire général de l'OTAN, nous avons formé le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en fait, toute la région arctique. Pas le Groenland seulement, toute la région arctique. Le champ est soudainement élargi, sans explication. Remarque ce qui manque immédiatement. Il n'y a aucune mention d'accord signé, aucun vote, aucune ratification. Pourtant, dans la même publication, Trump annonce déjà une conséquence concrète. Je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février. La menace économique disparaît avant même que l'accord n'existe réellement. C'est un point clé. Puis vient Davos. Devant la presse, Trump est confronté directement à la contradiction. On lui rappelle qu'il répétait encore quelques heures plus tôt que les États-Unis devaient acquérir le Groenland. La question est simple. Est-ce toujours le cas? Sa réponse, elle, ne l'est pas. C'est un accord à long terme, l'accord ultime à long terme. Quand on lui demande combien de temps, il répond « infini ». C'est ici que le cadre se met en place. Une crise déclenchée par des mots très précis, invasion, acquisition, force, est soudain refermée par un mot vide, infini. Ni oui, ni non, ni victoire, ni recul assumé. Juste assez pour dire que tout est réglé. Mais si rien n'est défini, rien n'est réellement terminé. Et c'est exactement là que cette histoire commence à devenir dangereuse. Voici maintenant le premier point de rupture et il est entièrement visible dans les images et les mots que tu as fournis. Après son message, Trump tient un point presse. La question posée est directe, presque impossible à esquiver. Est-ce que cet accord inclut toujours l'acquisition du Groenland par les États-Unis, comme il l'a affirmé à répétition, y compris quelques heures plus tôt à Davos? Sa réponse commence par une hésitation audible. Puis il lâche « c'est un accord à long terme ». L'accord ultime à long terme, ce n'est pas une précision, c'est un déplacement. Et quand le journaliste insiste « combien de temps, quel terme, quelle durée », Trump tranche avec un mot qui arrête toute discussion, infini. Dans la vidéo, il le répète. Il n'y a pas de limite de temps, c'est pour toujours. Puis, presque dans la même phrase, il reconnaît qu'aucun document n'a encore été signé. Observe bien ce décalage, un accord présenté comme éternel, sans signature.
définitif, sans texte, et pourtant déjà utilisé pour justifier une décision immédiate, l'abandon des droits de douane. Ce n'est pas un détail de langage, c'est le cœur du mécanisme, parce qu'un accord réel crée des obligations. Ici, ce mot « infini » fait l'inverse. Il ferme le débat sans créer de contraintes vérifiables, et c'est précisément ce que personne à ce moment-là ne conteste frontalement. Mais voici ce que peu de gens remarquent à cet instant précis. Ce flou ne reste pas isolé. Il commence immédiatement à se propager, à être interprété, reformulé, défendu par d'autres voix. Et c'est là que la situation va changer de dimension. À peine ce mot lâché, infini, le récit se déplace. Il ne vient plus seulement de Trump. Il est repris, remodelé, rationalisé. Dans le contenu que tu as fourni, on le voit très clairement. Les médias favorables au président tentent immédiatement de donner une forme à quelque chose qui n'en a pas. Sur Fox, la question n'est plus « que contient l'accord », mais « que voulait-il dire par là ?» Une ancienne ambassadrice des États-Unis au Danemark et au Groenland est invitée. On lui demande si cet accord ressemble à une relation de type Porto Rico, à une association libre, à autre chose. Sa réponse est révélatrice. Elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle pensait que Trump voulait une propriété totale, que ce n'est visiblement pas ça, et qu'elle attend, comme tout le monde, d'en apprendre davantage sur ce cadre dont on parle. Autrement dit, même les personnes censées comprendre le dossier découvrent l'accord en temps réel. Et pourtant, dans le même cycle médiatique, une autre ligne apparaît. Une porte-parole affirme que ceux qui doutent ne font pas attention, que Trump a déjà prouvé ses capacités de négociation, que ses discours ont reçu des critiques enthousiastes à Davos. Là encore, remarque ce qui manque. Toujours aucun terme, toujours aucun texte, mais un ton de certitude absolue. C'est ici que la contradiction devient impossible à ignorer. Quelques heures plus tôt, Trump expliquait qu'un simple bail ou une licence sur le Groenland n'avait aucun sens. Il disait qu'on ne pouvait pas défendre un territoire sans en avoir la propriété. Puis, soudainement, un accord sans propriété définie, sans durée réelle, sans signature, devient présenté comme un triomphe stratégique. Cette dissonance change tout, parce qu'elle révèle que le cœur de l'opération n'est pas juridique ni diplomatique. Il est narratif. L'objectif n'est pas de conclure un accord solide. L'objectif est de créer l'impression que la crise est terminée avant que quelqu'un ne demande des preuves. Et maintenant que ce récit est lancé, la dynamique s'accélère brutalement. Et c'est là que tout s'emballe presque en même temps. Les événements ne se succèdent plus lentement, ils s'empilent. D'abord, il y a la confusion publique lors du discours à Davos. Dans les images que tu as fournies, Trump parle du Groenland, puis il appelle à plusieurs reprises l'Islande. Pas une fois, plusieurs fois. Assez pour que même des comptes spécialisés en renseignements en sources ouvertes le remarquent et le signalent publiquement. La confusion n'est pas interprétée. Elle est visible, auditive, enregistrée. Ensuite, il y a la réaction immédiate de son entourage. Une photo d'un iceberg est publiée pour détourner l'attention. Puis une réponse écrite affirmant que Trump parlait volontairement d'un morceau de glace, pas d'un pays. Le problème, c'est que la vidéo existe et qu'on l'entend dire Iceland à répétition. Ce décalage entre ce qui est dit à l'écran et ce qui est nié en ligne crée une friction brutale. Puis arrive un troisième élément encore plus déstabilisant. Dans le même discours, Trump évoque l'OTAN, doute publiquement de la solidarité de l'Alliance et affirme que les États-Unis seraient toujours là pour les autres. Sans être sûr que l'inverse soit vrai, il va jusqu'à lier une baisse du marché boursier à l'Islande, un pays qui n'a aucun rapport avec la chute évoquée. Là encore, ce n'est pas une analyse. C'est dans le clip, en l'espace de quelques heures, on a donc trois choses simultanées. Une menace géopolitique transformée en accord sans contenu, une confusion publique sur les pays concernés et une remise en question ouverte des alliances militaires devant les caméras à Davos. Pris séparément, chacun de ces éléments serait déjà sérieux. Ensemble, ils créent quelque chose de différent, une sensation de perte de contrôle du récit
compensée par une accélération permanente, ne jamais s'arrêter, ne jamais clarifier, toujours avancer. Et la question qui commence à se poser de plus en plus clairement est simple et inquiétante. Que se passe-t-il si ce rythme continue sans qu'aucune limite ne soit posée? À ce stade, la politique abstraite disparaît. Ce qui reste, c'est l'impact réel. Parce que ce genre de séquence ne reste jamais confinée aux sommets internationaux. Elle descend, elle touche les marchés, les alliances, puis la vie quotidienne. Dans le contenu que tu as fourni, on voit déjà cette bascule se produire. Pendant que l'accord infini est célébré sur certains plateaux, d'autres voix rappellent une réalité bien plus concrète, l'instabilité. Quand un président menace d'envahir un territoire puis déclare soudain que tout est réglé sans rien expliquer, les investisseurs observent. Les alliés recalculent. Les chaînes d'approvisionnement hésitent. Et ce flou se transforme en coûts bien réels. Coûts sur les marchés, coûts sur la crédibilité, coûts sur la confiance. Même dans les commentaires favorables, une chose transparaît. Personne ne sait vraiment ce qui a été décidé. Et toi, là-dedans, tu n'es pas spectateur. Ce type d'incertitude a des effets directs. Quand un pays est perçu comme imprévisible, il devient plus risqué. Quand il devient plus risqué, l'argent se déplace. Les investissements ralentissent. Les prix montent. Le logement devient moins accessible. Le crédit se durcit. Ce n'est pas idéologique, c'est mécanique. C'est pour ça que cette histoire dépasse largement le Groenland. Elle montre comment une crise créée par des mots peut être résolue par d'autres mots, sans jamais passer par des actes vérifiables, tout en laissant derrière elle une onde de choc bien réelle, une onde que des millions de gens ressentent sans forcément savoir d'où elle vient. Et si cette sensation d'instabilité te semble familière, si tu as l'impression d'avoir déjà vu ce film, ce n'est pas un hasard. Dis-le en commentaire, parce que ce malaise partagé est un signal. Et maintenant, il faut aller plus loin, parce que derrière cette séquence chaotique, il y a un mécanisme précis, froid, efficace. Et une fois qu'on le voit, il devient impossible de l'ignorer. À ce niveau, l'indignation ne suffit plus. Ce qui compte, c'est de comprendre le mécanisme, parce que ce que montre cette séquence n'est pas un accident de communication, mais un système qui fonctionne précisément grâce au flou. Dans le contenu que tu as fourni, Trump n'essaie jamais de prouver. Il ne verrouille rien. Il annonce, il déplace, puis il passe à autre chose. Et ce mouvement constant crée un avantage. Voici comment ça marche. D'abord, une déclaration extrême. Acquérir le Groenland. Ensuite, une réaction mondiale prévisible. Puis, au moment exact où la pression atteint son maximum, une sortie présentée comme raisonnable. Un cadre, un accord futur, quelque chose d'assez vague pour calmer les marchés et assez fort pour être vendu comme une victoire. Le système ne repose pas sur la cohérence, mais sur la vitesse. Regarde les incitations. Les alliés veulent éviter l'escalade. Les marchés veulent de la stabilité, même factice. Les médias veulent un récit qui avance. Résultat, personne n'a intérêt à bloquer la machine pour exiger des détails. Le flou devient alors une ressource politique. Il permet de reculer sans perdre la face, d'avancer sans s'engager, de créer l'illusion du contrôle, tout en évitant toute responsabilité mesurable. C'est pour ça que ce moment est plus inquiétant qu'il n'y paraît, parce qu'une fois que ce modèle est accepté, une crise peut être déclenchée et neutralisée uniquement par des mots, il peut être réutilisé ailleurs, sur d'autres sujets, avec des enjeux encore plus lourds. Et c'est là que le pouvoir réel se révèle. Pas dans l'accord lui-même, mais dans la capacité à décider quand une crise existe et quand elle est déclarée terminée. Sans vote, sans traité, sans contre-pouvoir immédiat. Maintenant, la seule question qui reste est celle de la trajectoire. Parce qu'à partir de ce point, deux chemins très différents commencent à se dessiner. À partir d'ici, tout dépend de la prochaine étape. Et le contenu que tu as fourni laisse clairement entrevoir deux trajectoires possibles, très différentes l'une de l'autre. La première est celle que Trump essaie d'imposer immédiatement. Dans cette version, l'accord infini devient un fait accompli narratif. On n'en parle plus. Les droits de douane sont gelés. Les alliés respirent. Les médias passent à autre chose. La crise du Groenland entre dans la catégorie des tempêtes évitées sans jamais être examinée en profondeur.
Mais cette trajectoire repose sur une condition fragile, que personne ne force un retour aux faits, qu'aucun acteur majeur n'exige publiquement un texte, une ratification, une limite claire. Tant que le flou est toléré, le récit tient. Et Trump peut présenter cet épisode comme une démonstration de fermeté suivie d'un triomphe diplomatique. Dans ce scénario, le précédent est acté. Menacer fonctionne. Se rétracter sans expliquer fonctionne aussi. La seconde trajectoire est beaucoup plus instable. Elle commence au moment où ce flou devient intenable, parce que le contenu montre déjà des fissures, des alliés qui prennent des menaces au sérieux, le Canada évoquant l'article 5, des investissements militaires accélérés dans l'Arctique, le premier ministre du Groenland appelant à se préparer à défendre la souveraineté. Ces réactions ne disparaissent pas parce qu'un message a été publié. Elles restent, elles s'accumulent. Si cette voie s'impose, alors l'accord infini cesse d'être une sortie. Il devient une preuve. La preuve qu'aucune résolution réelle n'a eu lieu. Et à partir de là, chaque nouvelle déclaration de Trump sera lue à travers ce prisme. Est-ce une menace réelle ou le début d'un nouveau cycle de pression suivi d'un recul maquillé? Ce qui est certain, c'est que la dynamique est déjà enclenchée. Les acteurs ont appris quelque chose. Les limites ont été testées. Et une fois qu'un système révèle comment il réagit sous pression, il ne revient jamais complètement à l'état initial. Il reste une dernière chose à comprendre, une idée simple mais durable qui relie toutes ces scènes de Davos au plateau télé, des menaces à la corde vide. Et c'est cette idée qui détermine ce qui viendra ensuite. Si tu devais retenir une seule chose de toute cette séquence, ce n'est ni le Groenland, ni l'OTAN, ni même Donald Trump en tant que personne. C'est ceci. Le pouvoir moderne ne se manifeste plus seulement par ce qui est fait, mais par ce qui est déclaré, terminé. Une crise n'a pas besoin d'être résolue pour disparaître. Il suffit qu'elle soit remplacée par un récit plus commode. Dans cette histoire, les faits sont clairs. Une menace d'acquisition par la force, une réaction internationale massive, puis un accord infini, sans texte, sans signature, sans contenu vérifiable. Et pourtant, pour une partie du monde, l'affaire est déjà classée. Pas parce qu'elle a été réglée, mais parce qu'on a décidé de passer à autre chose. C'est ça, le vrai précédent. Ce mécanisme est puissant parce qu'il est discret. Il ne demande pas l'adhésion, il demande l'épuisement. L'épuisement de vérifier, l'épuisement de contester, l'épuisement de rester sur le même sujet pendant que le récit avance. Et une fois que cette fatigue s'installe, le flou gagne toujours. La prochaine fois que tu verras une crise éclater, puis se dissoudre sans explication claire, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de cet accord infini. Parce que ce n'était pas une exception. C'était un test. Et il a montré jusqu'où on pouvait aller, sans jamais rendre de compte. La vraie question n'est donc pas ce qui s'est passé au Groenland. La vraie question, c'est combien de fois ce scénario pourra se répéter avant que quelqu'un refuse de tourner la page. Si tu veux comprendre ce qui vient ensuite et comment lire ces signaux avant qu'ils ne deviennent impossibles à ignorer, abonne-toi. Parce que la prochaine histoire est déjà en train de s'écrire.